Bonjour, je suis Kaline. J'ai passé 7 ans à rembourser discrètement la maison de mes parents, pensant que ce serait un cadeau pour nous tous un jour. Mais, le jour du mariage de ma sœur, ils l'ont remise, avec un ruban et des applaudissements, à son mari. Ensuite, comme si de rien n'était, ils ont essayé d'emménager dans ma maison de vacances. Quand j'ai dit non, ils ont appelé la police. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que parfois les personnes qui vous ont élevé pensent que vous n'existez pas à moins que vous ne soyez utile. Avant de commencer, dites-moi à quelle heure vous écoutez et d'où. Laissez un commentaire. Je les lis tous, car ce que vous allez entendre, c'est ce qui se passe lorsque les filles silencieuses cessent de l'être. Le gravier crisse sous nos chaussures alors que Méric et moi sortons de la voiture et foulons le sol chaud du vignoble. Fin septembre à Acheville, il y a toujours ce calme dans l'air, comme si la nature se préparait à une fin ou à un commencement. Je ne savais pas ce qui s'appliquait à aujourd'hui. Méric ajuste sa veste et glisse sa main dans la poche intérieure. Je le regarde tapoter l'enveloppe 2 fois, machinalement. 10 000 $. C'est ce que nous avions décidé de donner à Calista et Griffin comme cadeau de mariage. Cela, plus près d'un tiers du coût total de toute cette organisation. Le mariage de rêve de ma sœur cadette au pied des montagnes Blue Ridge n'était pas donné. Mais la société d'investissement de Méric avait atteint un trimestre record, je venais de décrocher un client de conseil à long terme. Nous pouvions nous le permettre. Et, après tout, Calista était ma seule sœur. Nous marchons vers l'arche principale. Le lierre s'enroule autour des colonnes de pierre comme s'il y vivait depuis des siècles. Des guirlandes lumineuses scintillent entre les rangs de vignes. Tout semble parfait. Trop parfait. Mes parents se tiennent près de la table d'accueil, rayonnant comme des rois. Ma mère, Vera, arrange le nœud papillon de papa pendant qu'il marmonne quelque chose dans sa barbe et esquisse un sourire. Je les observe, m'imprégnant de la scène. Ils ont l'air plus jeunes, plus légers, presque rayonnants. Je ne me souviens pas les avoir vus aussi joyeux à mon mariage. Ils avaient souri à l'époque, bien sûr, nous avaient souhaité à Méric et moi une vie heureuse. Mais ils n'avaient pas rayonné, pas comme ça. Ne commence pas, je murmure pour moi-même. Méric me serre légèrement la main. Ça va? Je vais bien, dis-je, sans le regarder dans les yeux. Une femme avec un presse-papier nous dirige vers le plan de table. Mon doigt parcourt les noms imprimés sur le panneau de verre jusqu'à ce que je le trouve, Kaline Rosin. Kaline avec un i. Je cligne des yeux. Suffisamment proche, me dis-je. Mais lorsque nous atteignons la table, ce n'est pas du tout proche. Table 9, tout au fond, près du bar. Aucun membre de la famille en vue, juste des collègues de la start-up technologique de Griffin et des amis que je ne reconnais pas. J'hésite. Méric murmure, tu veux que j'échange les cartes? Je secoue la tête et force un sourire. Non, ça va. C'est son jour. Alors que nous nous asseyons, je jette un coup d'œil vers la table d'honneur. Mes parents sont déjà assis là, au centre, entre Calista et Griffin. Ma chaise grince légèrement lorsque je la tire, et aucune tête ne se tourne. Pas même celle de maman. Le dîner commence, et la salle bourdonne de toasts et de rires. Les plats défilent, le vin est servi généreusement. Je refuse. Quelque chose se tord dans mes entrailles chaque fois que quelqu'un trinque et crie « aux jeunes mariés ». Puis, le larcène du microphone coupe les conversations. Ma mère se lève, redresse sa robe et tapote son verre. Si nous pouvions avoir l'attention de tout. Le silence se fait instantanément. Papa se lève à côté d'elle. Nous voulions juste remercier tout le monde d'être venu célébrer le nouveau chapitre de la vie de notre fille bien-aimée. Un silence s'installe. Je sens mon cœur bondir. Parle-t-il de moi? Je regarde autour de moi, puis je les regarde à nouveau. Voir Calista devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, poursuit papa, a été l'une des plus grandes joies de notre vie. Une douleur sourde se développe dans mes tempes. Elle a apporté tant de lumière, de rire et d'amour à notre famille, ajoute maman, la voix tremblante d'émotion. Quelqu'un à une autre table chuchote. Et donc, poursuit-elle, en fouillant dans son sac à main, nous voulions lui offrir, à elle et à Griffin, quelque chose pour commencer ce voyage, quelque chose de significatif. Je vois l'enveloppe avant même de comprendre ce que c'est. Nous leur offrons la maison, dit fièrement maman. Notre maison familiale. Elle est à eux maintenant. Des halètements et des applaudissements. J'entends des applaudissements, des acclamations, même quelques reniflements larmoyants. Et moi,
Je reste figé. La maison. La maison dont je payais l'hypothèque depuis 7 ans, discrètement, après la réduction des heures de travail de papa et l'aggravation de l'arthrite de maman. La maison qui porte encore mon nom sur le compte séquestre, l'assurance, les réparations. Aucun avertissement. Aucune conversation. Aucun merci. Juste offerte, comme si je n'existais pas. Calista fond en larmes, jetant ses bras autour de nos parents. Griffin sourit comme s'il avait gagné à la loterie. Peut-être l'a-t-il fait. Je force mes lèvres à former quelque chose qui ressemble à un sourire. Mes ongles s'enfoncent dans ma serviette sous la table. Méric ne dit rien, il pose juste sa main sur mon genou. Je vais bien, dis-je doucement. Mais je ne vais pas bien. Le reste du dîner se déroule dans un flou. Je ne touche pas à ma nourriture. Je les regarde, tout simplement. Calista rayonnante. Maman s'essuyant les yeux comme si elle était fière d'elle. Papa riant comme s'il n'avait pas manqué ma remise de diplôme à cause d'une partie de golf. Au moment du dessert, j'en ai assez. J'ai besoin d'air, dis-je à Méric, en me levant de table. Il se lève, mais je le repousse d'un geste de la main. Juste 5 minutes. Je marche sur le chemin de gravier, m'éloignant de la tente principale, passant devant les rangées de lanternes suspendues, devant le photomaton, vers le belvédère où les photographes mettent en scène d'autres photos. Je m'arrête derrière une haie, juste avant qu'ils ne me voient. Les voilà, Calista et Griffin, posant sur le porche de la maison. Ma maison. Le photographe les arrange comme une publicité Hallmark. Ok, maintenant levez la clé ensemble. Ils se tournent tous les deux pour faire face à l'appareil photo. Griffin sort quelque chose de sa poche. Je retiens mon souffle. Ils brandissent la clé en laiton de la maison comme si c'était un trophée, comme si c'était un symbole d'héritage, comme si je n'avais jamais existé. Je ne dis pas un mot pendant le trajet de retour. Méric continue de me regarder comme s'il attendait que le barrage cède, les cris, les larmes, l'explosion qui, si j'étais une autre femme, aurait pu se produire sur le champ. Mais tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir raide, les bras croisés, regardant le défilé des arbres bordant la route par la fenêtre. Lorsque nous entrons dans le garage de notre appartement, je sors sans un bruit, entre à l'intérieur et place soigneusement mes chaussures près de la porte. Le ronronnement du réfrigérateur est le seul bruit dans l'appartement. Je me dirige vers la chambre, enlève ma robe, la suspas soigneusement, puis m'assois au bord du lit. Méric se tient dans l'embrasure de la porte. Tu veux en parler ? Je secoue la tête. Je vais bien. Il reste silencieux un instant. Câline, c'était. J'aurais dû le voir venir, dis-je, le coupant, car quelque part au fond de moi, je l'avais vu. Peut-être pas la clé, pas le discours, mais je l'avais senti venir depuis des années. Les petites piques, la façon dont je disparaissais dans une pièce remplie de ma propre famille. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que la gifle s'accompagne d'applaudissements. La semaine suivante se déroule dans une sorte de brouillard étrange. Je fais les choses machinalement, appel client, feuille de calcul, revue de dossier. Mais mon esprit n'y est pas vraiment. Chaque fois que quelqu'un mentionne les mariages ou la famille, c'est comme si quelqu'un grattait une assiette avec une fourchette dans ma tête. Puis, mercredi, il arrive. Une enveloppe rose pâle glissée entre les factures et un prospectus de coupons d'épicerie. Méric la porte et le jette sur le comptoir. On dirait un mot de remerciement. Je fixe l'écriture cursive, Méric Davis et son invité. Je l'ouvre. À l'intérieur se trouve une carte avec des lettres dorées, merci d'avoir participé à notre journée de rêve. Et un court message écrit avec l'écriture bouillonnante caractéristique de Calista, merci beaucoup pour votre généreux cadeau et pour avoir contribué à rendre notre mariage si magique. Nous nous souviendrons toujours de votre gentillesse. Avec amour, Calista et Griffin. Aucune mention de moi. Pas une seule fois. Je le lis 2 fois, mes yeux scrutant chaque ligne, cherchant la possibilité que j'ai peut-être manqué quelque chose. Qu'elle n'avait sûrement pas juste remercié Méric. Que moi, qui avait planifié, payé et gardé le silence, n'était pas juste une invitée. Mais je l'étais. Je jette la carte à la poubelle sans un mot. Plus tard dans la nuit, je suis assise à la table de la cuisine avec un verre d'eau, fixant d'un air absent les aimants du réfrigérateur. Méric s'approche, s'appuie sur le comptoir, les bras croisés. Ça va ? Je lui lance un regard. Il soupire. Câline, je sais que tu ne veux pas l'entendre,
mais il est peut-être temps d'arrêter de trouver des excuses pour eux. Je reste silencieuse. Tu as fait plus pour eux que la plupart des gens ne le feraient. Tu as payé leur hypothèque, tu es présente à chaque anniversaire, à chaque fête, même quand ils oublient les tiens. Et ils agissent comme si tu étais, quoi, une voisine qui passe par politesse. J'ouvre la bouche pour les défendre. Ils veulent bien faire, je commence. Ils lèvent un sourcil. Vraiment? Je ferme la bouche. Les mots sonnent creux avant même que je ne les prononce. Pourquoi est-ce que je me précipite toujours pour défendre des gens qui m'oublient si facilement, je murmure. Méric ne répond pas. Il se contente de tendre la main et de me serrer l'épaule. Plus tard, je suis allongé dans mon lit, regardant le ventilateur de plafond tourner en cercle lent et délibéré. Mon esprit vagabonde, non, il se défait. Des fils tirant à travers des années que je n'avais pas osé regarder de près auparavant. Ma remise de diplôme en droit. J'avais occupé 3 emplois pour payer mes études, et lorsque j'ai traversé cette scène, mes parents m'ont remis un chèque. 50$ et une carte qui disait « Nous sommes si fiers ». Avec amour, maman et papa. 2 ans plus tard, Calista a obtenu un diplôme en communication d'une université d'État. Ils lui ont offert une Subaru flambant neuve avec un nœud géant et une fête à la maison du lac. Je m'étais dit que l'argent était serré à l'époque, que peut-être ils avaient finalement reçu une prime ou un remboursement d'impôt l'année où elle a obtenu son diplôme. Je voulais le croire. Mais et si ce n'était pas ça? Et si j'étais juste, moins désiré? Et si j'étais toujours le plan de secours, jamais la favorite? Eh bien. Je me tourne sur le côté et ferme les yeux. Le sommeil ne vient pas. Vendredi matin, j'arrive tôt au bureau, espérant que me plonger dans les dossiers des clients me permettrait d'éviter la spirale. Ce n'est pas le cas. En milieu de matinée, je suis assise en face d'un propriétaire de petite entreprise en train de passer en revue une déclaration d'impôt standard. Il essaie de régler une dissolution de partenariat et demande nonchalamment, « Et, si j'ai payé la moitié de l'hypothèque pendant les 5 dernières années, mais que l'acte est à son nom, est-ce que je récupère quelque chose si on se sépare ?» Je cligne des yeux. Ma gorge se serre. Il attend, stylo à la main. « Si ce n'est pas à votre nom, dis-je lentement, légalement, ça se complique. » J'entends mes propres mots comme s'ils m'étaient destinés. 7 ans. 7 ans à faire des chèques, à virer des fonds, à prendre en charge l'entretien quand maman ne pouvait pas s'en occuper et que papa était entre 2 emplois. Je n'avais jamais demandé à être ajouté au titre. J'avais juste supposé. Supposé qu'ils savaient. Qu'ils se souviendraient. Qu'ils étaient honnêtes. Mais les gens honnêtes n'effacent pas votre nom d'une carte. N'appellent pas votre partenaire invité. Ne prennent pas ce que vous avez payé et ne le donnent pas comme un lot de tombola. De retour à mon bureau, j'ouvre la base de données des registres immobiliers. Il me faut 5 minutes pour confirmer ce que je sais déjà. La maison a toujours été à leur nom, Ronald et Vera Rosin. Pas de co-signataire, pas d'avenant. Et la semaine dernière, l'acte a été officiellement transféré à Griffin et Calista Holloway. Enregistré. Notarié. Définitif. Je reste assise là pendant longtemps, sans bouger, sans penser. Finalement, j'ouvre mon tiroir, sors un post-it et griffonne quelque chose dessus, je ne faisais pas partie du cadeau parce que c'est moi qui l'ai payé. Ce soir-là, lorsque le téléphone sonne et que je vois le nom de ma mère, je sais déjà que ce ne sera pas des excuses. Le téléphone sonne 2 fois avant que je ne décroche. « Salut, ma chérie », dit maman d'un ton enjoué, comme si elle ne m'avait pas vu disparaître du mariage de sa fille dans un silence stupéfait. Ça fait trop longtemps. Calista et Griffin reviennent tout juste de Bora Bora. Nous dînons ce samedi, juste nous 6. Toi et Méric devriez venir. Sa voix est tout en glaçage, sans gâteau. J'attends un instant. Dîner, dis-je d'un ton neutre. Oui. Nous allons faire ce rôti de bœuf au romarin que tu adores. Venez vers 5 heures. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Peut-être qu'une partie brisée de moi-même voulait encore une explication. Espérer qu'ils admettraient qu'ils étaient allés trop loin. Que ce dîner serait une offrande de paix. Une conversation. Une occasion de reconnaître ce qu'ils ont fait. Mais, au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Samedi arrive avec une fraîcheur grise qui ne correspond pas tout à fait au calendrier. Acheville entre dans l'automne. Les feuilles n'ont pas encore complètement viré, mais la brise porte les premiers signes du changement.
Méric et moi conduisons en silence jusqu'à ce que nous arrivions à l'embranchement. Je fixe la boîte aux lettres familières. La maison a le même aspect, et pourtant elle est complètement différente. Il y a de nouveaux rideaux à la fenêtre avant, de la dentelle blanche là où se trouvaient les cantonnières de tournesol de maman. Le paillasson indique « Les Holloway », établi en 2023. Les chaussures de course roses de Calista sont garées près de la porte, soigneusement alignées à côté des baskets surdimensionnées de Griffin. Je me tiens sur le porche et fixe le heurtoir en laiton que j'aidais maman à polir chaque Thanksgiving pendant mon enfance. C'est comme si je n'avais jamais vécu ici, je murmure. À l'intérieur, c'est l'odeur qui me frappe en premier. Ce n'est pas seulement le rôti de bœuf, c'est la bougie, vanille cachemire, la préférée de Calista. Maman avait l'habitude de brûler de la pomme cannelle. Le salon a été réaménagé. Le vieux fauteuil inclinable de mon père a disparu. Un canapé d'angle élégant de couleur crème est maintenant installé sous la fenêtre. Le dîner est déjà servi lorsque nous entrons. Ma mère m'embrasse sur la joue comme si de rien n'était. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Tu travailles trop. Calista rayonne de son siège, radieuse dans un pull blanc qui coûte probablement plus cher que mon paiement mensuel de voiture. Griffin me fait un signe de tête, comme si nous étions de vieux copains. Méric et moi prenons les deux seules places restantes, dont l'une était celle de mon père. Je pousse une carotte dans mon assiette, attendant. Cela ne prend pas longtemps. Eh bien, dit maman en posant délicatement sa fourchette. Maintenant que Calista et Griffin ont leur propre espace, ton père et moi avons réfléchi. Mon estomac se noue. Papa intervient. Nous aimerions emménager dans ton chalet. Mon cerveau se bloque. Quoi? Tu sais, poursuit-il nonchalamment, la petite maison que tu as achetée à Fairview? C'est parfait pour nous. Calme, de plein pied, près de notre église. Vous voulez emménager dans ma maison, je demande, essayant de garder une voix égale. Eh bien, ce n'est pas comme si tu l'utilisais à plein temps, dit maman avec un sourire trop éclatant. Et elle est juste là la plupart du temps, ajoute Calista. Toi et Méric pourriez vivre ensemble, n'est-ce pas? La mâchoire de Méric se serre. Je les regarde fixement. L'expression pleine d'espoir de ma mère. Le hochement de tête attendu de mon père. Le petit sourire suffisant de ma sœur. Ça me frappe. Il ne m'avait pas invité à dîner pour une conclusion ou une réconciliation. Il ne s'agissait pas de famille. Il s'agissait d'acquérir la prochaine chose que je construisais. Alors, je pose ma fourchette. Donc, si je comprends bien, dis-je lentement, calmement. Vous avez donné la maison dont j'ai payé l'hypothèque pendant 7 ans, et maintenant vous vous attendez à emménager dans celle que je possède réellement? Caline, ne sois pas si dure, dit maman. Nous ne la prenons pas, nous y vivons juste. Vous n'avez même pas demandé. Vous avez décidé, comme toujours. Tu dramatises, marmonne papa. Non, dis-je, ma voix plus tranchante. Je suis enfin honnête. Calista claque sa fourchette. Tu as toujours été jalouse. Tu n'as jamais aimé que je reçoive plus d'attention, plus d'aide. Tu fais comme si tu étais si noble, mais tu es amère depuis l'université. C'est pour ça qu'ils m'aiment plus. Je ne les ai jamais fait culpabiliser pour ça. Je retiens mon souffle. Et voilà, c'est dit, ouvertement, ce que je n'avais jamais osé dire, crier à travers une table dressée avec la plus belle porcelaine de notre mère, il t'aime plus. Je répète doucement, il t'aime plus. Personne ne le nie. Pas même eux. Méric passe sa main sous la table et prend la mienne. Je me lève. S'ils t'aiment tant, peut-être qu'ils peuvent vivre avec toi. Je repousse ma chaise. Méric me suit. Personne ne bouge pour nous arrêter alors que je ferme la porte derrière moi. Je ne me sens pas coupable. Je me sens éveillé. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant le trajet du retour. Ce soir-là, Méric n'a pas insisté. La voiture était silencieuse, à l'exception du léger ronronnement du chauffage qui se mettait en marche. La température était descendue à 4 degrés Celsius, le genre de froid qui s'installe dans les os plus que dans la peau. À la maison, je laisse tomber mon sac à main sur la table d'appoint et enlève mes chaussures. Mes mains agissent automatiquement, ranger les oreillers, ouvrir le réfrigérateur juste pour regarder à l'intérieur. Mais à l'intérieur, tout a changé. La culpabilité qui s'installait habituellement après une confrontation familiale n'était pas là, pas cette fois. Juste une étrange clarté,
comme si quelque chose s'était enfin remis en place. Pendant les jours suivants, je me suis plongé dans le travail. J'ai laissé le bureau me dévorer entièrement, appel client, préparation des déclarations d'impôts, dossiers, prévision budgétaire pour une petite boulangerie du centre-ville. Il était plus facile de se concentrer sur les chiffres de quelqu'un d'autre que sur ses propres pensées. Ce vendredi-là, j'ai pris ma journée. Je voulais une pause avant que les trimestriels ne commencent à arriver. J'ai préparé le petit déjeuner, lavé les fenêtres, laissé le calme s'installer longtemps. Puis mon téléphone a vibré, mouvement détecté sur votre propriété. Mes yeux se sont fixés sur la notification, Brevard. La maison de vacances. Quelques secondes plus tard, une autre vibration. Cette fois, un appel. Numéro inconnu, mais je savais ce que c'était. Ici Dana de Carolina Watchdog Security. Êtes-vous la propriétaire du 417 Orchard Trail? Oui. Nous avons eu une alerte de mouvement. 2 individus sont entrés à l'aide d'une clé. Leurs noms correspondent à Ronald et Vera Rosamund. Pouvez-vous confirmer l'autorisation? J'ai regardé le sol. Ils ont utilisé une clé. Oui, madame. Cette clé n'a pas été donnée à cette fin. Voulez-vous que nous alertions les forces de l'ordre local? Oui, ai-je dit calmement. Je veux qu'ils soient expulsés. Au moment où j'ai raccroché, Merrick se tenait dans l'embrasure de la porte. Que s'est-il passé? Ils sont dans la maison. La maison de Brevard. Il a cligné des yeux. Caline, ils ont utilisé une clé, comme s'ils étaient chez eux. 10 minutes plus tard, nous étions sur l'autoroute. Les feuilles défilaient à l'extérieur de la fenêtre, dorées et couleur rouille contre le ciel du début octobre. Mes pensées tourbillonnaient, anniversaire passé oublié, promesses non tenues, la façon dont Calista avait lancé ces mots comme des couteaux il y a à peine une semaine, tu ne sais pas partager. Il ne s'agissait pas de partage. Ça ne l'avait jamais été. Il ne pensait pas qu'il prenait. Il pensait que c'était à eux au départ. Nous sommes arrivés juste après midi. Le gravier a craqué sous les pneus alors que nous approchions du Porsche. Et les voilà, mes parents, assis comme des squatteurs à côté d'une pile de bacs en plastique, d'une boîte en carton étiquetée linge de maison, d'un sac de home good. Ma mère sirotait une boisson dans une tasse de voyage. Mon père s'est levé quand il nous a vus, comme si c'était une sorte de réunion de famille. Vous voilà, a-t-il dit. On s'est dit que tu finirais par venir. Je suis sorti lentement, passant juste devant lui. La voiture du shérif était déjà garée à proximité. L'adjoint attendait, les bras croisés. Ils n'ont pas la permission d'être ici, lui ai-je dit. La tasse de ma mère a cogné brusquement contre le bois alors qu'elle se levait. Que fais-tu, a-t-elle crié. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Comment peux-tu être si ingrate? Ingrate, ai-je répété, presque en riant. Vous avez donné ma maison d'enfance comme un lot de tombola, et maintenant vous pensez avoir droit à ma propriété de vacances? Mon père s'est avancé. Ce n'est que temporaire. Nous avons supposé. C'est votre problème, ai-je dit froidement. Vous ne demandez jamais. Vous supposez. Vous prenez. Caline. La voix de ma mère s'est brisée en quelque chose de plus aigu, nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Qu'avez-vous soutenu exactement, les jeux interrompus? Parce que je me souviens que mon dîner d'anniversaire pour mes 21 ans a été annulé pour le match de volley-ball de Calista. Je me souviens avoir payé votre maison quand vous étiez en retard sur les impôts. Et je me souviens avoir reçu un chèque de $50 pour la remise des diplômes de droit pendant que vous lui achetiez une voiture. Son visage a tremblé. C'était une autre époque. Non, c'était toujours la même époque. J'ai juste fait semblant que ce n'était pas le cas. L'adjoint s'est éclairci la gorge. Voulez-vous porter plainte, madame? Mon père avait l'air frappé. Ne fais pas ça. Je les ai regardés, toutes ces années se superposant comme des sédiments. Les excuses. Le favoritisme. La manipulation rebaptisée qu'ils appelaient famille. Non, ai-je dit. Pas de plainte. Mais je veux qu'ils quittent la propriété aujourd'hui. Compris, a dit l'adjoint. Nous pouvons les escorter au poste pour les retenir, procédure standard pour la médiation en cas d'intrusion. Ma mère a halté. Vous nous envoyez en prison. Peut-être que rester assis vous fera réfléchir, ai-je répondu.
Au moment où ils étaient assis à l'arrière de la voiture de patrouille, Méric chargeait leurs affaires dans le coffre de notre voiture. Nous sommes allés directement à un garde-meuble local et avons prépayé une unité pour 30 jours. C'était plus que ce qu'ils méritaient, mais je n'essayais pas d'être cruel, juste d'en finir. Nous sommes rentrés tard cet après-midi-là. L'appartement était calme. J'ai laissé tomber les clés sur le bureau et me suis assise. L'acte de la maison de Brevard était juste là, sous une pile de factures de services publics. Je l'ai pris, passant mes doigts sur le sceau. J'ai tout payé, ai-je murmuré. Une pause. Sauf la paix. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas vraiment. Mon corps a fait les gestes habituels, se laver le visage, enfiler un pyjama, se blottir contre Méric. Mais mon esprit tournait comme une roue sans frein. Même en fermant les yeux, je voyais les visages de mes parents lorsque les policiers leur ont demandé de quitter ma propriété. Je me souvenais du claquement du coffre de leur voiture, du bruit de leur sac, du silence qu'ils laissaient derrière eux comme une traînée de fumée. Mais j'étais sur le point d'apprendre, lorsque vous fixez des limites, certaines personnes voient cela comme une guerre. 3 jours plus tard, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait sans cesse sur la table de nuit. Le soleil du matin perçait à peine les rideaux, mais la lumière de l'écran était plus agressive que n'importe quel éclat. 17 appels manqués, 14 messages vocaux, plus de SMS que je ne voulais en compter. Tous de cousins, de tantes, même d'un voisin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Et puis je l'ai vu, une publication Facebook de Vera. Sa photo de profil, une photo de mariage recadrée avec Calista. La légende disait, dans nos vieux jours, nous avons été rejetés par notre propre fille, traités comme des criminels. Tout ce que nous avons fait, c'est l'aimer. En dessous, 2 photos, une de mes parents assis voûtés sur les marches de mon Porsche, valise aux pieds comme s'ils étaient des réfugiés échoués, une autre, zoomée, de la voiture de patrouille en arrière-plan. Elle avait pris ces photos avant qu'ils ne soient escortés. Les commentaires sont arrivés par vagues, elle les a mis à la porte. Quelle cruauté! Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas d'âme. Mon fils ne ferait jamais. Une parente a écrit, c'est ce qui arrive quand on épouse un homme qui veut vous isoler. Elle n'est plus elle-même. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu par SMS. Je suis juste restée assise là, téléphone à la main, laissant les mots me frapper comme de minuscules fléchettes. Puis sont arrivés les messages privés, tante Priscilla, ta mère est dévastée. Elle dit que tu ne les laisses même pas rester dans le petit chalet. N'est-ce pas celui que tu n'utilises jamais? Une amie d'enfance, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Méric, mais l'ancienne Caline me manque, celle qui faisait toujours passer la famille en premier. Quelqu'un d'autre, tu penses qu'une maison est plus importante que tes propres parents? Honte à toi. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier, prêts à taper 1000 vérités que j'aurais pu dire, j'ai payé cette maison. On ne m'a jamais rien demandé, on a juste supposé. J'aurais pu joindre le relevé hypothécaire, le titre de propriété, les reçus de chaque week-end sans sommeil où j'ai travaillé plus pour pouvoir me payer ce chalet. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai retourné le téléphone et je me suis levé. Mes genoux tremblaient, non pas de tristesse, mais de la pression de retenir chaque mot que je voulais crier. Méric était déjà dans la cuisine, en train de faire des œufs brouillés. Il a levé les yeux quand je suis entré, lisant instantanément sur mon visage. « Tu l'as vu ?» a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Il s'est essuyé les mains sur une serviette et s'est approché. « Tu ne dois d'explication à personne. Sauf si tu le veux. » Je me suis assise au comptoir. Ce n'est pas seulement la publication. C'est que tant de gens la croient sans même demander. Il a tendu la main vers le tiroir à côté du réfrigérateur, a sorti une fine chemise en papier craft et l'a placée devant moi. À l'intérieur, des impressions de mai, des captures d'écran, des confirmations de paiement, des documents fiscaux, tout. Je garde ça depuis des années, a-t-il dit, au cas où tu aurais besoin de te rappeler ce qui est réel. J'ai baissé les yeux sur ma propre signature sur des douzaines de documents. J'avais effectué tous les paiements. J'avais payé tous les impôts. C'est mon nom qui a acheté la paix, même quand ils l'ont traité comme du papier peint destiné à se fondre dans le décor. Plus tard dans l'après-midi, je me suis rendu au bureau. J'avais besoin de bouger, de respirer quelque chose qui ne sentait pas la trahison. Mais en passant devant la salle de conférence vitrée, j'ai vu Émilie, la nouvelle stagiaire, se faire réprimander par l'un des associés principaux. Elle se tenait raide, les bras derrière le dos, encaissant chaque mot sans ciller. Ma poitrine s'est serrée.
C'était moi autrefois, silencieuse, arrangeante, faisant attention à ne jamais faire de vagues. J'avais travaillé les jours fériés, manqué des funérailles, avalé des affronts si aigus qu'ils laissaient des écharpes dans ma fierté, parce qu'à l'époque je pensais que le silence était une force. Mais, en regardant Émilie hocher la tête et s'excuser pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute, je l'ai vu différemment. Le silence n'était pas une force, c'était de la survie. Et cela vous maintenait petit. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai préparé une tasse de thé et me suis assise à la table à manger. Méric corrigeait des dissertations d'étudiants dans le salon, levant occasionnellement les yeux vers moi, son regard patient et constant. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas allé directement sur Facebook. J'ai commencé dans Word, j'ai tapé, supprimé, tapé à nouveau. Puis j'ai recommencé. À minuit, j'avais 3 paragraphes. Puis 6. Puis une douzaine. J'ai raconté les faits, non pas avec venin, mais avec précision, les années où j'ai payé l'hypothèque, l'argent que j'ai investi dans le chalet, les fois où on m'a dit de simplement comprendre quand Calista recevait plus fort, et en premier. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas riposté. J'ai terminé le brouillon par une phrase, si vous voulez toute la vérité, je vous la dirai. Mais vous feriez mieux d'être prêt. J'ai regardé le curseur clignoter après cette ligne. Il ne tremblait pas. Moi non plus. Je n'ai pas fermé l'ordinateur portable tout de suite. Je suis resté assise là, dans la faible lueur de l'écran, regardant mes propres mots me regarder en retour. Ils n'étaient pas imprégnés d'amertume ni enrobés de sucre. Juste la vérité, calme, non filtrée, et attendue depuis longtemps. Le haut matin, la tempête était arrivée. Pas le genre sauvage avec le tonnerre et les éclairs, mais le genre silencieux qui frappe une fois, 2 fois, puis enfonce la porte. Ma boîte de réception était pleine, des cousins, de vieux amis, même des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous donnaient leur avis. Je ne savais pas que tu avais payé pour la maison, m'a envoyé un cousin. Cela change tout. Certains des commentaires les plus désagréables sous la publication virale de maman avaient disparu, comme si les gens essayaient discrètement de faire marche arrière maintenant que les preuves étaient là. Pas d'excuse de Calista, bien sûr. Pas d'explication de maman. Le silence parle aussi. Et, dans ma famille, il disait toujours, tu n'es pas assez importante pour mériter une réponse. J'étais à la moitié d'une tasse de café lorsque l'email est arrivé. Il provenait d'un nom dont je me souvenais à peine, Grégory Bell. Il était l'avocat spécialisé en succession de la famille. J'ai cliqué dessus, m'attendant à moitié à une lettre type. Mais c'était personnel, Madame Rosin, je suis tombé sur votre publication Facebook et je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Mon estomac s'est serré. En 2016, poursuivait l'email, vos parents ont initié un projet de transfert de propriété de la maison familiale à votre nom. Il n'a jamais été finalisé. En 2018, cependant, l'acte a été réaffecté à un autre bénéficiaire, votre sœur. Aucun avis légal n'était requis, car la propriété était encore sous la propriété parentale conjointe à l'époque. J'ai relu ce paragraphe au moins 5 fois. Ils avaient prévu de me la donner, à un moment donné. Ils en avaient l'intention. Mais ensuite ils ont changé d'avis. Discrètement. Sans un mot. J'ai regardé le mur pendant un moment, laissant cela pénétrer. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et je me suis connecté au portail des archives du comté. Juste une intuition. Mais lorsque j'ai recherché l'adresse de Brevard, ma maison de vacances, c'était là, une demande de recherche de titre au nom de ma mère, datée d'il y a 2 semaines. Il vérifiait le statut juridique, se préparant peut-être à réessayer. La trahison ne ressemblait plus à un coup de couteau. Elle ressemblait à une feuille de calcul. Une décision calculée, en colonne. Une manipulation à long terme basée sur l'hypothèse que je ne la remettrai jamais en question. Je me suis levé, j'ai traversé l'appartement jusqu'au placard du couloir et j'ai sorti un dossier accordéon noir. L'étiquette était tachée, mais encore visible, hypothèque 2017 à 2024. À l'intérieur se trouvaient des années de documentation, relevés de prêts, reçus, preuves de chaque virement, chaque centime que j'avais transféré de mon compte personnel pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Chaque dollar que je pensais investir dans la famille. Je les ai tous étalés sur la table à manger, feuille par feuille. En fin d'après-midi, j'avais tout numérisé et organisé dans des dossiers numériques, étiquetés, horodatés, indéniables.
Puis je me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai rédigé une deuxième publication. Pas d'émotion cette fois, juste des faits, capture d'écran, pièces jointes PDF, les calculs. J'ai tout exposé, les conditions de l'hypothèque, les paiements automatiques, les frais de réparation de la maison. En bas, j'ai tapé une ligne, pendant des années, j'ai payé en silence. Maintenant, je présente les calculs. J'ai plané au-dessus de publier, le doigt immobile, la respiration régulière. Juste au moment où j'allais cliquer, mon téléphone a vibré. Méric, tu devrais peut-être voir ce que Calista vient de publier. J'ai ouvert l'application et j'ai vu ma sœur, cheveux bouclés, maquillage impeccable, debout devant le porche de ma maison de vacances. Mon porche. Légendé en écriture pastel, la maison est là où se trouve le cœur. Mes doigts se sont recroquevillés en un point avant même que je ne m'en rende compte. Je n'ai pas défilé. J'ai regardé fixement. Elle était là, Calista, rayonnante dans la douce lumière du matin, tenant une tasse que je reconnaissais. Ma tasse. Celle que j'avais achetée dans cette petite boutique de Brevard, de la poterie faite à la main avec un vernis bleu qui me rappelait le lac. Sa légende disait, week-end paisible à la maison du lac. Reconnaissante pour la famille. J'ai continué à regarder. Une autre photo, Calista et Vera, côte à côte, riant sur la balançoire du Porsche que j'avais installé moi-même pendant cet été brutal, atteindre le bois sous le soleil jusqu'à ce que mes paumes soient couvertes d'ampoules. L'arrière-plan les trahissait, le nichoir à oiseaux que Méric avait installé sur le cèdre, la menthe sauvage que nous avions plantée près des escaliers, le paillasson que je n'avais jamais remplacé après que maman les qualifiait de trop simples. Il était toujours là, comme si je n'étais jamais parti. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai rien jeté. J'ai murmuré pour moi-même, d'une voix ferme et basse, alors c'est la guerre. À 9h le lendemain matin, j'étais assise en face de Grégory Bell, l'avocat spécialisé en succession, à nouveau. Son bureau sentait le papier et le nettoyant pour tapis. Il m'a offert du café, j'ai refusé. J'ai glissé une enveloppe en papier craft sur le bureau, remplie de reçus, de documents numérisés et de résumés d'hypothèques. Il les a feuilletés, hochant la tête en parcourant les points clés. C'est complet, a-t-il dit. Nous pourrions demander une mesure d'injonction s'il tente à nouveau de revendiquer ou d'entrer. Je veux plus que ça, ai-je dit. Il a légèrement haussé les sourcils. Je veux une lettre de cessation et d'abstention, ai-je ajouté, d'une voix neutre. Juridiquement contraignante, langage précis, directement à Vera et Calista. Aucune place pour les malentendus. Il n'a pas cligné des yeux. C'est fait. Ce soir-là, Méric est rentré à la maison avec 2 sacs d'épicerie et un air que j'avais appris à lire, calme, mais urgent. Il y a quelque chose que tu dois entendre, a-t-il dit en posant les sacs. Il a sorti son téléphone, a tapoté dessus et me l'a tendu. L'enregistrement datait d'il y a 6 mois. Je me souvenais de ce week-end. Il était sorti pour l'appeler après un étrange message vocal concernant des projets familiaux. Sa voix a rempli la pièce, Caline a toujours été la bête de somme, c'est son rôle. Calista mérite le confort, elle a eu plus de difficultés émotionnelles, tu le sais. Je n'ai pas bronché. Méric s'est assis à côté de moi, ne sachant pas trop quoi dire. Je lui ai rendu le téléphone. Nous allons utiliser ça. Le lendemain matin, je me suis assise avec mon ordinateur portable. Pas d'émotion cette fois, juste de la précision. J'ai téléchargé la deuxième publication. D'abord, des captures d'écran de virements bancaires, étiquetés par année. Ensuite, des PDF du contrat d'hypothèque. Ensuite, les journaux de titres montrant la demande concernant ma propriété de vacances. J'ai terminé par l'audio. En dessous, j'ai écrit, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la clarté. Je ne serai pas réécrite. J'ai cliqué sur Publier. En quelques heures, les réactions ont afflué, messages, partages, soutien de personnes que je connaissais à peine. Tu ne leur dois rien, a commenté une femme. Merci d'avoir montré tes preuves, a écrit une autre. Tant d'entre nous restent silencieuses. Nous ne devrions pas avoir à le faire. Certains ont essayé de défendre Vera et Calista, jusqu'à ce qu'ils entendent l'extrait audio. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste laissé faire. La vérité a son propre volume. Le soir, Calista a finalement rompu son silence.
Elle a publié une capture d'écran de ma publication avec une légende, « Nous n'avons jamais voulu que cela soit rendu public, mais si tu veux du public, très bien. Parlons juridique. » Vera a commenté juste en dessous, « Elle le regrettera. » J'ai fermé mon téléphone, puis j'ai souri. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà la dernière pièce dont j'avais besoin. Et elle n'en avait aucune idée. Le soleil du matin traversait le sol de mon appartement comme une lame. J'étais assise à la table à manger, sirotant un café tiède, attendant. Cela n'a pas pris longtemps. À 9h07 précise, Grégory Bell m'a transféré la lettre numérisée que nous avions finalisée ensemble 2 jours auparavant. Objet, livré. La lettre de cessation et d'abstention avait été envoyée par coursier et par email. Elle s'adressait formellement à Calista, Madame Calista Rosenwels, et énonçait des termes juridiques clairs, retrait immédiat de tout contenu des médias sociaux faisant référence à la propriété de Brevard, restitution complète de toutes les copies de la clé de la maison et un avertissement explicite concernant la demande de titres frauduleux enregistrés à mon nom. Le dernier paragraphe disait, si d'autres tentatives de fausses déclarations ou de possession sont faites, le sous-signé se réserve le droit de poursuivre en dommages-intérêts et d'obtenir une mesure d'injonction complète en vertu du droit étatique et fédéral. Des PDF numérisés étaient joints à la lettre, preuve de la tentative de recherche de titres et preuve que Vera et Calista avaient accédé à mes dossiers hypothécaires en utilisant d'anciennes informations personnelles. Elles avaient essayé de lancer un transfert, discrètement, illégalement, sous mon nez. Je me suis penché en arrière et j'ai murmuré au plafond, vous auriez dû mieux savoir. À midi, le groupe de discussion familiale a explosé. Cela a commencé par un message de tante Darlène, est-ce vrai? Elle a joint une capture d'écran de ma publication, suivie d'une capture d'écran de la lettre, que quelqu'un avait divulguée. Je n'ai pas demandé qui. Oncle Robert est intervenu ensuite, Caline a fait ce qu'elle devait faire. Je suis fier d'elle de s'être défendue. C'est alors que Calista a quitté le groupe de discussion. Vera a répondu sous la forme d'un mémo vocal, sa voix se brisant en parlant, je l'ai fait pour la famille. Pour l'image. Pour que vous soyez proches, vous les filles. Si nous avons l'air d'être en difficulté, les gens parlent. Si Calista a l'air d'être en manque, elle s'effondre. Je pensais juste, que nous faisions ce qui était le mieux pour tout le monde. Je n'ai pas répondu. Laissez-les s'asseoir dans le silence qu'ils m'avaient toujours imposé. L'appel de Calista est arrivé à 17h41. J'ai regardé le nom s'afficher sur mon téléphone. J'ai décroché. Tu veux vraiment traîner le nom de notre famille devant les tribunaux, a-t-elle dit immédiatement. Il y est déjà, ai-je répondu. Je suis enfin dans la salle d'audience. Elle a marqué une pause suffisamment longue pour que j'entende la tension dans sa respiration. Tu choisis les biens matériels plutôt que les gens, Caline. Non, ai-je dit lentement, calmement. Je choisis la paix plutôt que la manipulation. Une autre pause, puis la ligne est devenue morte. Je n'ai pas rappelé. Le lendemain au travail, nous avons eu un déjeuner d'équipe pour notre nouveau projet de stagiaire. Nous étions assis dans la salle de conférence du salon, chaises bon marché, assiettes en carton, les brownies maison de quelqu'un transpirant à travers le papier d'aluminium. Ce n'était rien d'extraordinaire. Mais lorsque la stagiaire m'a tendu une serviette avec une petite étiquette collée dessus, je me suis figé. Caline, pouvait-on y lire, correctement orthographiée. L'écriture était soignée, pas précipitée, pas hésitante. Je l'ai regardée un peu plus longtemps que je n'aurais dû. Pour la première fois, mon nom n'était pas mal orthographié. Pas oublié. Pas omis. Juste, vu. J'ai plié la serviette et je l'ai glissée dans mon sac à main sans dire un mot. Ce soir-là, Grégory a de nouveau envoyé un email. Il avait une courte mise à jour, Vera et Ronald ont déménagé dans un appartement pour retraiter à Andersonville. Une chambre, bail mensuel. Pas de nouvelles d'eux. Pas de contestation. Juste une obéissance silencieuse. Quant à Calista, silence. Ses réseaux sociaux effacés. Pas d'escapade de week-end. Pas de tasse. Pas de séance photo au bord du lac. Je n'avais pas besoin d'un public pour me sentir victorieuse. Le silence, dans ce cas, était la récompense. Le dernier message vocal est arrivé ce soir-là. Je venais de m'asseoir sur le canapé lorsque je l'ai vu sur mon écran, un appel manqué, un message. C'était de Vera. Caline, nous devons parler. Nous savons que nous avons fait une erreur. S'il te plaît, parle-nous. Je ne l'ai pas enregistré.
Je ne l'ai pas réécouté. Je l'ai supprimé. Et cela, je l'ai réalisé, était la première vraie limite que j'avais jamais fixée avec eux. Le message vocal avait disparu, supprimé, non pas parce que je voulais oublier, mais parce que je n'avais plus besoin de m'en souvenir selon leurs conditions. Au cours des semaines qui ont suivi, la vie n'a pas explosé en quelque chose de dramatique ou de cinématographique. Elle s'est calmée. Et, pour une fois, cela ressemblait à une récompense. Je suis retourné au travail. J'ai préparé le dîner avec Méric la plupart des soirs, poulet sauté un soir, soupe aux lentilles le lendemain. Nous avons regardé des documentaires sur les parcs nationaux et nous nous sommes disputés pour savoir si nous irions un jour camper, lui, oui, moi, absolument pas. Nous avons ri plus que d'habitude, non pas parce que les choses étaient soudainement parfaites, mais parce que l'air était enfin pur. Par un samedi matin frais, j'ai conduit jusqu'à Brevard. La maison de vacances. Celle pour laquelle je m'étais battu, celle que j'avais presque perdue, était maintenant louée par une écrivaine voyageuse nommée June. Elle m'a accueilli sur le porche avec un sourire qui n'avait pas besoin d'explication. À l'intérieur, l'espace avait changé. Quelques-unes de ses affaires parsemaient la pièce, des livres sur la table basse, une machine à écrire vintage près de la fenêtre. Mais cela sentait encore légèrement l'huile de citron et le cèdre, comme je l'aimais. Alors que je lui montrais l'agencement des tiroirs dans la cuisine, elle s'est arrêtée. « Ces serviettes » a-t-elle dit, en dépliant délicatement l'une d'elles. « Elles sont en lin, n'est-ce pas ? Faites à la main ? » « Oui » ai-je hoché la tête. C'était un cadeau. Je les ai laissées une fois. Maintenant, elles restent. Elle a souri et a passé ses doigts sur les coutures. On dirait que quelqu'un a vraiment vécu ici. J'ai de nouveau hoché la tête, plus doucement cette fois. C'est le cas. La semaine suivante, un email de Calista est arrivé dans ma boîte de réception. Objet, mettre les choses au clair. C'était quelques paragraphes raides habillés de civilité. Pas de nom de méfait, juste un vague aveu de regret sur la façon dont les choses se sont déroulées. Une ligne sur le désir de préserver la paix. Pas une seule fois elle n'a dit désolé. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un bouquet de lys est arrivé à mon bureau. Pas de carte. Je me suis tourné vers notre réceptionniste et j'ai fait un geste vers les fleurs. Elles ne sont pas pour moi, ai-je dit, sans cligner des yeux. Tu peux les garder. Elle a cligné des yeux. Tu es sûr ? Elles sont magnifiques. Elles ne sont pas à moi. Elles sont la performance de quelqu'un d'autre. Elle les a prises, et je suis retourné à mon bureau. Un jeudi pluvieux, j'ai déjeuné avec l'une de mes clientes de longue date, Lorraine, une professeure à la retraite avec une langue acérée et des yeux encore plus perçants. Elle était veuve depuis 10 ans, mais portait toujours son alliance en or comme si c'était une armure. En buvant un café, elle l'a dit de nulle part, « Tu as toujours fait ton travail discrètement, Caline. Mais je t'ai observé. Tu ne les as jamais laissés t'effacer. » Cela a eu plus d'impact que prévu, non pas parce que c'était un compliment, mais parce que cela venait de quelqu'un qui ne flattait pas facilement. J'ai souri, avalant une boule que je n'avais pas réalisé être en train de monter. « Merci » ai-je dit. « Cela signifie plus que tu ne le penses. » Quelques jours plus tard, je suis passé devant une vitrine à Acheville, les vitres striées de la bruine du début du printemps, et j'ai aperçu mon reflet. Pas une méchante. Pas une victime. Juste moi, cheveux un peu décoiffés par le vent, yeux moins fatigués qu'avant. Une femme qui ne vivait plus pour être choisie. Une femme qui se choisissait elle-même. Dans ma tête, je pouvais l'entendre clairement, ils m'ont traité d'ingrate, mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était, tu as arrêté de nous donner tout ce que nous demandions. Ce n'était pas de la trahison, c'était des limites. Au bureau, j'ai commencé à encadrer une nouvelle recrue, Anna. Fraîchement diplômée, calme, compétente, un peu trop prompte à s'excuser. Un après-midi, je suis passé devant son bureau et j'ai vu son visage s'assombrir lorsqu'un associé s'est attribué le mérite de son travail. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Et, ai-je dit, fermement mais gentiment. J'ai vu le rapport. Tu as fait du bon travail. La prochaine fois, tu le présentes toi-même à la réunion. Ses yeux se sont agrandis, ne sachant pas trop comment réagir. Mais j'ai souri. Crois-moi. Parle tôt. Cela économise des années. Ce soir-là, de retour à mon appartement, j'ai ouvert le tiroir du bas de la table du couloir.
À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois que j'avais trouvée dans un marché aux puces il y a des années, gravée de volutes et avec un loquet en laiton qui se coinçait parfois. Je l'ai ouverte et j'ai placé la vieille clé de la maison à l'intérieur. La même clé qu'ils avaient autrefois brandie comme un trophée. La même qu'ils avaient essayé d'utiliser pour franchir mes murs. J'ai étiqueté la boîte avec un morceau de ruban adhésif de masquage, chose que j'ai survécu. Et, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas donné la clé.